Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 mars 2026 et nos chers amis Larry Johnson et le colonel Wilkerson sont de retour parmi nous. Bon retour. Heureux d'être avec vous. Nous avons survécu à une autre semaine. Oui, exactement. Aujourd'hui est un jour très spécial. C'est une nouvelle année, comme on l'appelle en Iran, Nowruz, le nouvel an. Et l'autre chose, c'est que le dernier jour du Ramadan est l'Aïd al-Fitr, lorsque le jeûne prend fin. C'est important pour les musulmans, c'est important pour les Iraniens, et aujourd'hui est une belle journée. Mais malheureusement, la guerre fait toujours rage. Exactement. Cela rend tout tellement difficile en ce moment. Laisse-moi commencer, Larry, avec toi. Hier, Donald Trump a parlé de la situation actuelle concernant la guerre contre l'Iran. Il décrivait la situation de l'armée américaine face à l'Iran. Voici ce qu'il a dit, c'était hier à midi. Pratiquement tout là-bas est anéanti, y compris leur commandement. Leur marine a disparu, leur force aérienne a disparu, leur équipement antiaérien a disparu. Nous volons où nous voulons, Pete. Personne ne nous tire même dessus. Et hier à 16 heures, nous avons appris que le système de défense aérienne iranien avait touché un avion de chasse F-35. Et ils ont diffusé des images de l'incident qui ont ensuite été rapportées par CNN. Penses-tu, Larry, que Donald Trump reçoit de fausses informations? Parce que, d'une certaine manière, la façon dont il parle de la bataille semble complètement délirante. On a l'impression que tout est terminé, qu'ils n'ont plus rien pour riposter. Ou bien, essaie-t-il de défendre sa position pour montrer à quel point il est puissant et qu'il a une domination totale sur ce qui se passe? Eh bien, je ne suis pas médecin. J'ai travaillé comme technicien en thérapie respiratoire pendant mes années de lycée, donc j'ai une certaine familiarité avec la médecine. Donald Trump est fou. Je veux dire, il est dément. Je ne dis pas cela comme une insulte. Je le dis au sens médical. Il a montré des signes de confabulation au cours des, disons, 15 ou 16 derniers mois de son mandat. La confabulation, c'est quand on dit quelque chose qui est objectivement faux, mais qu'on croit vrai. Donc ce n'est pas comme s'il disait « Oh, nous avons anéanti l'armée, ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus de force aérienne. » Puis dans la phrase suivante, « Mais bon, nous avons besoin que les marines de l'OTAN viennent avec nous pour ouvrir le détroit d'Ormuz. » Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Enfin, attends une seconde. S'ils sont anéantis, s'ils sont vaincus à 100%, il suffit d'y aller et de prendre le contrôle. C'est fait. C'est fini. Son cerveau n'est même pas capable de concilier des contradictions aussi flagrantes. Ce qui me dérange, c'est que la presse reste là à accepter ces absurdités sans réagir ni dire. « Hey, tu ne peux pas continuer à dire une chose et en penser une autre. » C'est comme la scène d'ouverture du film Amadeus, quand on entre dans l'asile et qu'on voit tous ces fous avant d'arriver à Salieri, qui est lui aussi fou. Trump est déconnecté de la réalité et il est dangereux, et personne ne l'affronte ni ne l'empêche d'agir ainsi. Permettez-moi de rebondir sur ce que Larry vient de dire à un égard, et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Cet aspect, c'est le journaliste. À côté de chez moi habite, et je ne citerai pas son nom, un homme qui a couvert la Maison-Blanche à plusieurs reprises, à raison de périodes de 6 mois chacune. Il travaille pour Al Jazeera, et je l'aime bien. C'est un type bien. Il me fait parfois un compte-rendu. Mais quand il se retrouve dans la salle de presse de la Maison-Blanche, assis là à poser des questions, j'ai envie de lui demander, désespérément. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'en ai envie, parce que c'est un ami. Mais je pose cette question à toutes ces personnes. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et vous savez ce qu'ils vous répondront?
parce que je l'ai dit à 2 ou 3, pas à lui, mais à 2 ou 3, et ils me répondent, « Eh bien, on va se faire virer du pool. » Et alors, levez-vous tous et partez. Qu'est-ce que vous pensez que cela ferait à la presse de la Maison-Blanche? Levez-vous tous et partez. Chaque fois qu'il commence à mentir, levez-vous et partez. Oubliez ça. Ne lui donnez aucune couverture. Mais vous n'arriverez jamais à les faire agir ainsi, en partie parce qu'au moins un tiers d'entre eux appartiennent à Israël. Colonel Wilkerson, il y a quelque chose de plus profond que cela. Ce n'est pas seulement à propos de Donald Trump lui-même. Stephen Miller est allé sur Fox News pour dire la même chose. Et voici ce qu'a dit Scott Bessent, qui est censé être une sorte de cerveau au sein de l'administration. Voici ce qu'il a dit. Maria, tu sais, pour le régime, on en revient au discours à la Baghdad Bob. Le régime s'effondre et le peuple commence à se retourner contre lui. On commence à voir des défections au trésor. Nous savons maintenant où se trouvent les comptes bancaires de la direction iranienne et ils sont en train d'être gelés. Nous allons les maintenir et voir qui se manifeste en termes de défection. Mais on commence à voir des défections dans tout le régime et c'est ainsi que ça se termine. Donc, tu sais, l'idée d'un quelconque cas de piège. C'est ridicule, ce dont parle le président Trump. Et pour être clair, il s'est concentré sur l'île de Chag depuis 1988, avant la chute du Shah, en disant que les États-Unis devraient s'y intéresser. Il y est totalement focalisé. Comme je l'ai dit, il y a eu une campagne de bombardement la semaine dernière. Les installations militaires sur l'île de Chag ont été détruites. Et ce que je peux aussi vous dire, c'est que si vous êtes un travailleur du pétrole et vous ne voulez pas y travailler, tous les ouvriers du pétrole sont contraints d'y rester. Et vous savez, nous verrons bien ce qui se passera si cela finit par devenir un atout américain. Il vient d'utiliser un commentaire précédent dont je ne suis pas au courant, mais je suis sûr d'en connaître le contenu général à propos de l'île de Chag. Autrement dit, tel qu'il vient de le présenter, c'est un mensonge total. En 1988, l'île de Chag était attaquée par Saddam Hussein parce que c'était la fin de la guerre Iran-Irak, une guerre sanglante. Et nous étions sortis pour reclasser les pétroliers koweïtiens. Vous connaissez cette histoire. Nous n'avions pas fait un très bon travail, même à l'époque, alors que nous avions une supériorité navale écrasante pour sécuriser le Golfe, car le Bridgeton a heurté une mine dès le départ. Le Samuel Broberts a heurté une mine et a dû rentrer à Norfolk à 4 nœuds. Nous avions déjà un vrai problème à ce moment-là, et nous étions alors bien plus puissants, surtout sur le plan naval, que nous ne le sommes aujourd'hui. Et Saddam Hussein ainsi que les Émirats arabes unis aussi, car cela avait commencé vers 1966, et cela faisait longtemps que plusieurs pays de la région exerçaient des pressions à ce sujet. Certes, ils n'ont pas nos capacités, mais ils n'auraient jamais pu y accéder, ni vraiment lui faire du mal. Maintenant, si nous devons y faire quelque chose de néfaste, Nima, cet endroit fait environ un tiers de la taille de Manhattan. On l'appelle l'île interdite en persan. C'est absolument vierge, la profondeur de l'eau et tout le reste, sans équivalent dans le Golfe. Elle peut ravitailler ou alimenter simultanément des dizaines de superpétroliers. C'est donc absolument essentiel. Si tu détruis toute cette installation, Poutine passera de 150 millions de dollars par jour à 300 millions par jour. Et le prix du pétrole augmentera considérablement aussi. Et nous le savons. Donc besançon effrontément, s'il dit qu'on va y aller avec, peu importe, des troupes au sol. Je crains pour ces marines. La moitié de leurs Osprey s'écraseront en route. Mais si nous devons aller là-bas et détruire cela,
il faut vraiment réfléchir à la manière dont nous allons remplacer la capacité de transit que cela représente pour le marché mondial du pétrole. Et c'est vrai pour tout ce jeu que nous menons avec le pétrole. À moins que nous ayons le pétrole nécessaire pour remplacer tout ce que nous allons éliminer. Et peut-être pour une période prolongée, si nous prenons un endroit comme l'île de Karg et que nous détruisons les installations qui s'y trouvent. Bien sûr, il faut aussi détruire les conduites qui y arrivent. Nous jouons avec le chaos mondial, et nous avons déjà commencé. Alors pourquoi est-ce que j'en parle encore? Trump n'a aucune idée de ce qu'il fait. Larry, quelle est ta compréhension de la situation? Ils envoient des marines. Ils envoient des forces. On dirait qu'ils les envoient vers l'île de Karg. Je ne vois pas d'autre endroit possible. Ils ne pourront pas s'approcher du détroit d'Ormuz. C'est pourquoi beaucoup de gens supposent qu'ils vont attaquer l'île de Karg. Netanyahou tenait le même discours hier. Il a dit qu'une invasion terrestre serait inévitable. Et il semble que les Israéliens plaident aussi en ce sens. Ce n'est pas seulement une question de l'administration Trump. Qu'en penses-tu? Je ne sais même pas ce qu'ils entendent par une invasion terrestre. Commençons donc par l'île de Karg, et le colonel Wilkerson a mentionné la possibilité que des marines s'y rendent en Osprey. Eh bien, l'unité expéditionnaire des marines, la MEU, est en route avec 2200 marines. Faisons simplement le calcul. Un Osprey peut transporter 24 marines avec leur équipement de combat. Très bien, voyons cela. Si ça vole. Oui, si ça vole. Bon, écoute, si on a 10 Osprey, ça fait 240. Ça ne représente qu'environ un dixième de l'unité. Et tu sais, ils vont peut-être devoir faire plusieurs allers-retours. Peut-être que si on avait une centaine d'Osprey, ce qui n'est pas le cas, on pourrait tous les faire voler en même temps. Donc, premièrement, les marines ne peuvent pas atteindre Karg sans traverser le détroit d'Ormuz, ce qui signifie que le navire serait coulé. Donc, les marines n'y arriveront pas de cette façon. Mais d'après ce que j'entends, ils vont probablement essayer de les faire atterrir quelque part autour du détroit, sur la côte iranienne. Maintenant, le MEU est censé pouvoir tenir 15 jours, en théorie, sans être réapprovisionné. Mais cela suppose des conditions optimales, sans tir de missiles, de drones, et ainsi de suite. Encore une fois, vous allez planifier une opération militaire pour atteindre certains objectifs. Maintenant, quel pourrait être cet objectif? Sécuriser le littoral de l'Iran, là, sur le Golfe? Non. Désolé, ce littoral s'étend sur des centaines de kilomètres. 2200 marines ne peuvent pas couvrir un rivage long de centaines de kilomètres. Et ce n'est pas comme s'il y avait un seul endroit précis où l'Iran cacherait ses missiles dans des grottes et ses canons, des pièces d'artillerie capables de tirer dans le Golfe. Sans parler des drones sous-marins et des sous-marins. Je veux dire, l'Iran dispose d'un large éventail d'options. Donc, il n'est même pas clair quelle est la mission militaire. J'ai également émis l'hypothèse qu'il pourrait utiliser les marines comme diversion pendant qu'il tenterait de lancer une unité des forces spéciales pour attaquer l'une des cibles renforcées et profondément enfouies, dans l'espoir de récupérer de l'uranium enrichi. Cela pourrait être envisagé. Mais j'ai participé personnellement à cet exercice il y a 20 ans. Et lors du débriefing, après avoir mené l'exercice et l'avoir évalué, la leçon retenue a été « ne le faites pas ». Je ne sais pas si nous avons retenu cette leçon, mais c'était la conclusion tirée de cet exercice. Vous savez, je pense que certaines personnes prennent des décisions militaires sans rien comprendre aux capacités, à la logistique et aux opérations militaires. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Vous savez, quand Ahmadinejad m'a dit à New York, lors de l'Assemblée générale de l'ONU,
que l'Iran avait 1875 milles nautiques de côte sur le golfe Persique et que les États-Unis n'en avaient aucune. Alors, qui était le coupable en matière d'incidents en mer? Je suis allé chercher mes cartes. Elles sont là par terre en ce moment. Larry a raison. Environ 1 millier de ces milles se trouvent sur le côté est. D'ailleurs, c'est là que Parménion a amené ses navires pour ravitailler Alexandre le Grand. Alexandre a failli mourir parce que Parménion a rencontré des conditions si difficiles dans le Golfe, même avec ses bateaux, qu'il n'a pas pu le ravitailler. Et c'est un terrain très accidenté, comme le disait Larry. Où allez-vous débarquer ces marines dans un assaut amphibie traditionnel? Vous savez, où allez-vous les faire débarquer? À Bandar Abbas? À Chabahar? Sur les quais? Sur la plage? Isso est mort. Et puis, le bâtiment amphibie qui les rapprocherait suffisamment pour lancer une attaque amphibie serait condamné. Ce petit engin que tout le monde appelle un porte-avions, c'en est pas un. C'est un navire d'assaut amphibie et il transporte des avions. Ils peuvent soutenir les marines lors du débarquement, mais où vont-ils aller? J'ai déjà fait l'étude, l'analyse de ce genre de situation pour le PACOM il y a des années. Nous l'avions fait parce que nous pensions devoir combattre les Russes descendants d'Afghanistan. Nous ne comprenions pas pourquoi ils étaient en Afghanistan. Nous ne faisions pas de politique. Nous faisions simplement du militaire. Et nous savions qu'ils voulaient un port en eau chaude. Alors nous planifions un affrontement avec eux en Iran, en prévoyant qu'ils essaieraient de descendre vers Chabahar, Bandar Abbas, cette région-là. Je connais ce terrain. Bonne chance, Donald Trump. Bonne chance, Marine, oui. Donald Trump. Good luck, Marines. Larry, l'escalade touche les installations pétrolières et gazières. Hier, l'Iran a riposté à ce qu'Israël a fait à South Pars, l'une des principales installations du pays. Ils ont répondu en attaquant l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et Haïfa. L'attaque contre le Qatar, tu sais, a mis hors service environ 20% de leur capacité de GNL. Et Donald Trump, d'après ce que nous avons entendu de sources d'Axios, de Tom Barak et de Barak Ravid, aurait dit que les Américains et les Israéliens s'étaient coordonnés avant cette attaque. Puis Donald Trump est sorti en disant qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Quelle est la véritable histoire? Parce que nous avons déjà vu cela avec l'attaque contre Doha. Donald Trump était sorti en disant qu'il n'était pas au courant. Quelle est ta compréhension de tout cela? Oui, les deux sont vrais. Il est probable que Trump n'ait pas été consulté. Personne n'a dit « Hey, nous voulons ton autorisation pour faire X, Y et Z », parce qu'il avait déjà approuvé les ordres d'exécution. Ainsi, la marine et l'armée de l'air ont toute autorité pour agir, sauf si elles enfreignent les règles d'engagement contenues dans cet ordre d'exécution. Mais Barak a raison de dire que les États-Unis, tu sais, le Centre combiné des opérations aériennes, le CAOC, qui était autrefois basé à Al-Udeid, je ne pense pas qu'il soit encore, tout simplement parce qu'il a subi tellement d'attaques de l'Iran qu'ils ont dû se déplacer vers un endroit plus sûr, peut-être un Sirlik. Mais ce CAOC surveille chaque avion, ou du moins, il le faisait quand tous les radars étaient opérationnels, qui décolle et atterrit. En ce moment, ils ont trouvé une sorte de solution de contournement. Ils utilisent des AWACS. Donc les AWACS sont en vol, assurant une partie de la couverture qui provenait autrefois des radars au sol détruits. Mais les commandants américains savaient parfaitement où les Israéliens se dirigeaient. Et l'Iran avait été très clair. Si vous nous frappez ici, nous vous frapperons là. C'était œil pour œil, et c'est exactement ce qui s'est passé. En les détruisant, ils prolongent la pénurie mondiale de pétrole, de GNL et d'engrais. Il n'y a pas de solution rapide en vue.
Et je veux rappeler aux gens les vantardises de Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union le 24 février. C'était seulement 4 jours avant qu'il ne lance l'attaque contre l'Iran. Il a déclaré que l'essence, qui avait atteint un pic de plus de $6 le gallon dans certains États sous son prédécesseur, c'était honnêtement une catastrophe, était désormais en dessous de $2,30 le gallon dans la plupart des États, et dans certains endroits à $1,99 le gallon. Et lorsqu'il a visité le grand État de l'Iowa quelques semaines plus tôt, il avait même vu l'essence à $1,85 le gallon, le niveau le plus bas depuis 4 ans et en chute rapide. Eh bien, ça n'a pas très bien vieilli. J'ai remarqué que là où je vis, le 28 février, le prix de l'essence était de $2,54. Il a maintenant augmenté d'$1 entier, $3,54. Et il va continuer à grimper. It is now up a full dollar, $3.54, and it's going to continue to rise. Et Trump ne peut pas revenir en arrière et faire semblant qu'il n'a rien à voir avec ça. Tout cela est le résultat de ses actions. Et pourtant, une fois de plus, personne dans la presse ne le dénonce, ne le tient pour responsable, ne lui pose la question « Hey, qu'est-il arrivé à ces prix de l'essence bas que tu promettais ?» C'est presque comme si ces gens n'avaient aucune mémoire, comme s'ils ne prenaient aucune note. Ils reviennent à leurs notes, regardent et disent « Eh bien, attendez une minute. Le 28, vous avez dit cela. » Cela arrive très très rarement. C'est un échec total et absolu de ce que nous appelons nos médias traditionnels. Colonel, quand on regarde la destruction qui se produit en Iran et en Israël, c'est en quelque sorte comparable. Mais en ce qui concerne l'Iran, on voit que la stratégie est différente. Ils n'ont pas attaqué les installations pétrolières avant qu'Israël ne les attaque. Comment voyez-vous l'escalade? Parce que si Donald Trump déclare qu'on ne peut pas attaquer les installations pétrolières, que se passera-t-il ensuite? Quelle serait la prochaine cible pour les Israéliens? D'autres infrastructures? Je ne sais pas ce qu'ils prévoient d'attaquer. Et quelle serait la réponse de l'Iran? Vont-ils attaquer les usines de dessalement? Vont-ils frapper quelque chose qui pourrait provoquer un grave problème, voire une catastrophe pour toute la région? Je pense que les Iraniens ont été très circonspects. Ils n'attaquent pas de cibles précises qui pourraient leur être désavantageuses sur le plan international, si vous voulez, ni ne commettent d'actions plus graves tant que ces cibles n'ont pas été attaquées dans leur propre pays. Et c'est généralement Israël. Ensuite, ils répondent de la même manière. Je crois comprendre qu'ils ont causé des dégâts importants aux installations pétrolières de Haïfa, par exemple. Et cela n'est survenu qu'après l'attaque israélienne. J'ai entendu, il y a peut-être 40 heures, quelqu'un de l'administration, puis j'ai lu que Trump l'avait effectivement dit. Je ne l'ai trouvé nulle part, mais l'idée était qu'il ne le savait pas, que nous ne savions pas qu'Israël allait attaquer les installations pétrolières, sous-entendant que nous aurions dit non, que nous les aurions arrêtés si nous l'avions su. Pour moi, c'est aussi une histoire fabriquée. Israël fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais l'Iran, à mon avis, a été plutôt circonspect, en attaquant des cibles militairement significatives, plutôt que comme Netanyahou en bombardant tout ce qui bouge. Et regardez ce qu'il fait au Liban en ce moment. C'est aussi inacceptable que les premiers jours à Gaza quand il tuait tout ce qui se trouvait sur son passage. Il tue tout ce qui se trouve sur son passage au Liban maintenant, y compris en détruisant des étages entiers d'hôtels et en tuant des gens dans les rues de Beyrouth. Ce type est un monstre assoiffé de sang. Et Trump est allié avec lui, totalement, bec et ongle.
Dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux, Donald Trump a déclaré que sans les États-Unis, l'OTAN n'était qu'un tigre de papier. Ils n'ont pas voulu se joindre au combat pour empêcher un Iran doté de l'arme nucléaire. Maintenant que ce combat est militairement gagné, ils parlent comme si les États-Unis avaient remporté la guerre et avec très peu de danger de leur part. Ensuite, ils ne cessent de parler du détroit d'Ormuz, traitant les Européens de lâches parce qu'ils ne rejoignent pas les États-Unis, tout en quémandant d'une certaine manière leur aide. Mais après tout, Larry, militairement, qu'ont-ils à apporter? Parce que Donald Trump semble penser que s'ils se joignent à lui, ce serait la fin. Yeah. Well, apart from the fact that they have limited Ouais. military capabilities. Eh bien, mis à part le fait qu'ils ont des capacités militaires limitées, pourquoi aurait-il besoin d'apporter quoi que ce soit à la table? C'est fini. Il a gagné. Je veux dire, encore une fois, c'est là qu'il y a une incohérence dans la logique. Si tu as vraiment remporté cette victoire éclatante que tu prétends avoir remportée, alors pourquoi aurais-tu besoin de quelqu'un d'autre, mec? Fais ton tour d'honneur tout seul. Donc, tu vois, Mal, c'est juste un rappel de plus de son détachement de la réalité et de son incapacité à reconnaître qu'il dit des choses irrationnelles, encouragé par un groupe de flagorneurs comme Stephen Miller, Scott Bessent, Marco Rubio et Pete Hegseth. Mon Dieu, tu sais, c'est une recette pour le désastre. Je ne sais pas si on peut citer une autre période de l'histoire où le dirigeant d'une nation a été aussi détaché de la réalité. Et aussi, je suppose, tu vois, Adolf Hitler. I guess, Adolf Hitler. Hitler is actually the last one. Je veux dire, Hitler est en fait le dernier à avoir été aussi déconnecté de la réalité sur le terrain, militairement, tout en continuant à affirmer haut et fort, « Oh, nous gagnons, nous sommes victorieux ». Et je ne fais pas la comparaison avec Hitler à la légère. Parfois, elle est tellement utilisée à tort et à travers. Mais bon sang, on voit en ce moment le président des États-Unis prendre des décisions fondées soit sur de fausses informations, soit, quand la vérité est connue, il l'ignore simplement. Il fait comme s'il ne l'avait pas entendu. On l'a vu l'année dernière quand Tulsi Gabbard a d'abord déclaré « Non, l'Iran ne construit pas de bombes nucléaires ». Et quand on a interrogé Trump, « Eh bien, votre directrice du renseignement national a dit qu'ils ne construisent pas de bombes nucléaires. » Il a répondu « Je ne l'écoute pas. Elle ne sait pas de quoi elle parle. » Voilà. Tout est dit. Et quelle honte elle a été, surtout face à l'excellent interrogatoire de John Ossoff, de Géorgie. Quelle honte elle est. Elle ne connaît même pas la loi. Elle ne se rend même pas compte qu'elle ment effrontément, probablement par ignorance, en affirmant que le président, à lui seul, prend ses décisions et détermine ce qui constitue un bon ou un mauvais renseignement. C'est une violation de tout ce que la loi sur la sécurité nationale de 1947 et ses amendements ont établi, y compris l'amendement qui a créé le DNI. C'est une violation de tout. Elle ne connaît pas son travail, elle ne connaît pas la fonction qu'elle occupe, et elle ne connaît pas non plus la position de Trump. Et une autre chose, vous savez, j'imagine que Kain a dû dire certaines choses à Hegseth qui a peut-être été prudemment favorable à Trump. Je ne sais pas, mais ça vient peut-être simplement du Pentagone. Lorsque nous avons procédé à la vaste réorganisation après avoir réduit l'armée d'environ 25% en 1991, 92, 93, puis un peu après, nous avons externalisé beaucoup de choses. Nous l'avions déjà fait auparavant dans une certaine mesure, mais nous avons vraiment intensifié cette externalisation par la suite. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les contre-mesures contre les mines, sous-marines de surface et aériennes, ont été confiées aux alliés en Europe. Le brise-glace a été confié aux alliés en Europe. Chaque fois que nous faisions un exercice conjoint coordonné, un exercice combiné en l'occurrence, ils assumaient ces fonctions et nous surveillions ces fonctions en disant « oui, c'était bien » ou « non, vous devez faire ceci ».
Vous devez faire ce qu'il faut, peu importe quoi. En d'autres termes, nous avons confié à nos alliés les choses sur lesquelles nous ne voulions pas dépenser beaucoup d'argent et que nous ne voulions pas particulièrement faire nous-mêmes, parce que ce n'était pas vraiment notre domaine d'expertise. Nous ne les faisions pas particulièrement bien, ou peu importe, et peut-être que les Norvégiens le faisaient mieux, peut-être les Britanniques, et ainsi de suite. J'imagine qu'il se passe un peu la même chose en ce moment avec les contre-mesures contre les mines. Et c'est vraiment ce qui agace le Pentagone à propos du manque de participation des Alliés, car ils disposent de capacités de contre-mesures anti-mines très sophistiquées. Un exemple concret, nous avons des navires, la plupart en tout cas, qui sont de véritables épaves par rapport à ce pourquoi ils ont été conçus. L'un d'eux, construit par Lockheed Martin, s'est même brisé en deux au moment même où il a glissé dans l'eau. Nous devions faire quelque chose avec ces navires. Nous y avions investi beaucoup d'argent, alors nous en avons pris quelques-uns et les avons transformés en dragueurs de mines. Ce sont des dragueurs de mines très maladroits. Certains d'entre eux ont, par exemple, une coque métallique, alors qu'un dragueur de mines moderne a une coque en plastique stratifié pour éviter de devenir son propre pire ennemi pendant le déminage. C'est peut-être ce qui explique une partie de cette angoisse à propos des alliés européens. Je ne pense pas que cela changerait quoi que ce soit, même s'ils se joignaient à nous, car je pense que les Iraniens ont l'avantage. C'est leur océan, leur mer, leur littoral, et ils sont assez bien armés pour le défendre. Donc à mon avis, la question ne se pose même pas, mais c'est peut-être pour cela que Hegseth, au moins, et Kane sont un peu irrités par les circonstances. Eh bien, permettez-moi simplement d'ajouter que nous n'avons actuellement aucun dragueur de mines opérationnel. Donc, nous sommes hors jeu. La plus grande armée du monde n'a plus de dragueurs de mines. Et quand nous avons fait cela en 88 et 89, et croyez-moi, une partie de ce matériel est encore là, comme les dispositifs remorqués que les hélicoptères tirent, nous avons eu un vrai problème. Nous avons failli perdre 2 de nos propres navires de lutte contre les mines parce que nous avons fait une erreur. Ce n'est donc pas une compétence que l'on entretient de manière régulière. On peut s'y exercer une fois par an et le matériel est un peu dans le même état. On ne l'utilise pas vraiment souvent. Et quand on a des alliés qui le font lors d'exercices conjoints, on n'a pas besoin de le faire soi-même. Vous savez, puisque vous avez tous les deux mentionné Tulsi Gabbard, nous nous souvenons du moment où elle a été choisie par l'administration Trump pour en faire partie. Tout le monde était, d'une certaine manière, content à propos de Tulsi Gabbard. Mais la transformation de Tulsi Gabbard est tout simplement incroyable. D'abord démocrate, puis républicaine, puis, vous savez, rejoignant l'équipe de Trump. Et maintenant, elle détruit chaque parcelle de crédibilité qu'elle avait auparavant. Et voici ce que, eh bien, vous savez, le député Castro lui posait des questions légitimes sur la guerre contre l'Iran. Voici ce qu'elle a dit. La mort et les perturbations se poursuivent. Le coût économique pour les États-Unis, pour Israël, pour les États du Golfe et pour le monde ne cesse d'augmenter. J'aimerais donc vous demander, autant que vous le sachiez, si vous savez si Israël soutient l'appel du président à conclure un accord avec l'Iran. Je ne connais pas la réponse à cela. Je ne connais pas la position d'Israël à ce sujet. Et selon vous, qu'est-ce qui a poussé Israël à frapper les infrastructures énergétiques de l'Iran, alors même que le président Trump avait demandé de ne pas y toucher? Je n'ai pas de réponse à cela. Alors ils ont ignoré le président.
Es-tu d'accord avec ça? Je ne suis pas au courant de leurs délibérations, ni de ce qui a motivé leurs calculs dans le lancement de cette attaque ou d'autres. Nous ne sommes pas impliqués dans l'aspect opérationnel. Nous fournissons en continu, chaque jour, des évaluations de renseignements sur les événements en cours. Je suppose que je sais que le FBI ne peut pas, puisqu'il s'agit d'une agence nationale. Mais est-ce que quelqu'un d'autre à cette table peut apporter un éclairage à ce sujet? Je suppose que je ne suis pas sûr de comprendre quelle question vous posez, Monsieur le député Castro. Quelques points. Les objectifs fixés par le président sont clairement définis. Le directeur du renseignement national les a exposés. Ce qui n'a pas été inclus, c'est un objectif de la campagne américaine. Eh bien, Monsieur le directeur, permettez-moi de commencer par cette question. Vous avez demandé quelle était ma question. Laissez-moi reprendre mon temps, directeur. Allons-y. Savez-vous pourquoi Israël a décidé de frapper cette infrastructure, même si le président a dit qu'elle devait être épargnée? Je ne parlerai pas au nom d'Israël. Qu'est-ce que vous savez, vous? Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que vous savez? Nous devrons consigner cela au compte-rendu. Let me just quickly say. Permettez-moi de dire rapidement, et je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais nous savions, grâce à la NSA, pratiquement chaque conversation qui avait lieu pendant la guerre en Irak. La deuxième, enfin probablement la première aussi, mais je n'étais pas aussi impliqué dans la première, j'ai assisté aux séances d'information pendant la deuxième. Nous savions ce que disaient l'Allemagne, la France, Israël, Saddam Hussein, la Turquie. Chaque jour, nous le savions. D'accord? Donc, soit ils sont assis là sans se rendre compte des moyens et des capacités qu'ils possèdent, soit ils mentent effrontément. Nous espionnons les Israéliens en permanence, et eux nous espionnent aussi. We spied on the Israelis all the time, and they on us. Larry, que penses-tu de la situation dans laquelle se trouve Tulsi Gabbard en ce moment? Le directeur de la lutte antiterroriste, Joe Kent, a démissionné de son poste parce qu'il n'est pas d'accord avec Donald Trump et les nouvelles politiques concernant la guerre au Moyen-Orient. On voit Tulsi Gabbard faire tout ce qu'elle peut pour soutenir Donald Trump, tandis que Joe Kent s'en va. Comment perçois-tu la fracture qui se produit au sein de l'administration? Penses-tu que cela va se reproduire encore et encore? Ou bien Joe Kent sera-t-il le premier et le dernier à quitter l'administration? Eh bien, à en juger par la façon dont Joe est traité, à la fois par les médias et par bon nombre de ses anciens collègues, il y a peu d'incitation pour quiconque à se manifester et à devenir en quelque sorte un lanceur d'alerte, ce qu'il est en réalité. Ce qu'il a fait est extrêmement rare. Revenez à la première guerre du Golfe, à la seconde, à l'attaque de mars 2003 contre l'Irak. Je veux dire l'Irak. The March 2003 attack on Iraq. Personne n'a démissionné. Personne ne s'est levé pour dire non, nous attaquons l'Irak sans aucune bonne raison. Colonel Enright, n'oubliez pas le colonel Enright. Oui, eh bien oui. D'accord, oui, tu as raison. Oui, mais c'est rare. Très rare. Et Tulsi s'est déshonorée. Elle a prêté serment à la Constitution, pas à Donald Trump, et elle a trahi ce serment. Je ne sais pas si c'est pour l'argent, pour l'attention, ou simplement pour le plaisir d'occuper une position de pouvoir. Mais elle siège au sommet en tant que coordinatrice de l'ensemble de la communauté du renseignement, produisant des informations pour le président afin de s'assurer qu'il ait la vision la plus précise de la situation. Et au lieu d'être une porteuse de vérité, elle est une manipulatrice politique. C'est honteux.
She's a political spinmeister. It's shameful. Nima, let me just make one comment. Nima, laisse-moi juste faire un commentaire. Je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Larry vient de dire. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Je pense que nous allons voir des gens. Je ne sais pas si Joe Kent est un leader de ce genre de mouvement, par exemple. Mais je pense que nous allons voir des personnes comme Vance, peut-être même Rubio, et certainement tout un groupe de gens en dessous d'eux, commencer à quitter le navire, and he will, parce qu'ils savent que s'ils restent, ils n'ont absolument aucun avenir. Je placerai Vance en haut de cette liste, et je reviendrai à Pence en disant que, peu importe ce que l'on pense de Mike Pence, il avait au moins une carrière politique viable et encore un avenir devant lui. Cela a détruit tout cela, le fait d'avoir été le vice-président de Trump lors du premier mandat. Donc je pense que certaines personnes, je ne sais pas ce que Vance va faire parce qu'il est piégé. À bien des égards, il est piégé. Il est probablement en train de se dire en ce moment, « Mon Dieu, pourquoi ai-je accepté ce poste ?» Il envoie sans doute des messages à Peter Thiel en disant « Pourquoi m'as-tu induit en erreur ?» Mais il y aura des gens qui essaieront de sauver leur perspective d'avenir. Ce sera surtout des jeunes, peut-être dans les deuxième et troisième cercles. Mais je pense qu'ils vont commencer à partir. Oui, alors, je sais qu'il y a eu une réunion lundi soir avec Tulsi, Joe Kent et J.D. Vance. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils utilisaient Kent comme moyen d'essayer de réveiller Trump. Maintenant, si tu as remarqué dans la conversation de Kent avec Tucker Carlson, il a été très prudent de ne pas attaquer Trump. En fait, il a parlé de lui de manière très élogieuse. Quiconque a lu Schopenhauer sait que c'est la technique à utiliser avec un narcissique corrompu. Tu le flattes et tu lui fais croire que c'est son idée. Mais malgré tout, ce qui était fascinant dans cette conversation, c'est qu'avant de partir, Kent a eu un entretien en tête-à-tête avec Trump. Il s'est réellement assis et a discuté avec lui. Et quoi qu'il en soit, dans ce contexte, Trump se montre très attentionné et aimable. Mais quand Kent n'est pas là, Trump devient tout simplement brutal et insultant. J'espère donc que le colonel Wilkerson a raison et que d'autres suivront. Mais comme nous l'avons vu, voici Joe Kent, et il parle du FBI qui l'enquête pour des fuites. Tout le monde doit s'asseoir et évaluer le coup. Si je fais ça, c'est un peu comme Edward Norton. Je dois foutre le camp du pays. Et peu de gens sont prêts à faire ce sacrifice. C'était fait pour inspirer la crainte de Dieu au prochain. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Carl, nous savons qu'avant la guerre, l'administration Trump avait augmenté le budget de la défense d'environ 600 milliards de dollars. Puis, après environ 3 semaines de guerre avec l'Iran, ils ont présenté un nouveau budget évoquant 200 milliards de plus. Cela va pratiquement doubler le budget qu'ils avaient auparavant. C'était 900 plus 900. Et voici ce que Pete Hegseth a dit à ce sujet. Je pense que ce chiffre pourrait évoluer, évidemment. Il faut de l'argent pour éliminer les méchants. Nous retournons donc devant le Congrès et auprès de nos équipes là-bas pour nous assurer que nous sommes correctement financés pour ce qui a été fait et pour ce que nous pourrions devoir faire à l'avenir. Nous devons veiller à ce que nos munitions soient reconstituées, et pas seulement reconstituées, mais stockées au-delà du nécessaire. Je veux dire, le président Trump, comme il l'a dit, a reconstruit l'armée pendant son premier mandat. Je ne pensais pas qu'il l'utiliserait de manière aussi dynamique pendant le second, mais il l'a fait. Alors, heureusement qu'il l'a fait. Un investissement comme celui-ci vise à dire « Hey, nous remplacerons tout ce qui a été dépensé ».
Et maintenant que nous relançons notre base industrielle de défense, que nous reconstruisons l'arsenal de la liberté et que nous concluons des accords comme le fait ici notre excellent secrétaire adjoint, avec des délais de production longs pour des munitions de haute précision, nous allons être réapprovisionnés plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Et je pense que vous savez, nous faisons encore face à l'environnement créé par Joe Biden, qui consistait à épuiser ses stocks et à ne pas les envoyer à notre propre armée, mais à l'Ukraine. Chaque fois que nous revenons en arrière et que nous examinons un défi quelconque, cela revient toujours à « eh bien, envoyons-le à l'Ukraine ». En fin de compte, nous pensons que ces munitions seraient mieux utilisées dans notre propre intérêt à ce stade. Et ce type de projet de loi de financement va garantir que nous soyons correctement financés à l'avenir. Il y a des informations selon lesquelles les États-Unis épuiseraient rapidement leurs missiles de croisière. Carl, quelle est votre compréhension de la situation? Il y avait tellement de mensonges là-dedans que je ne sais même pas par où commencer. Le dernier, bien sûr, à propos de Biden. Biden a en réalité pris des mesures pour renforcer certaines des catégories de munitions les plus critiques que nous ne surveillions pas de très près. Et tout n'est pas allé à l'Ukraine. Nous n'aurions plus rien en ce moment si c'était le cas. Ce que Pete Hegseth a accompli en quoi 14 ou 15 mois est probablement infinitésimal comparé aux longs délais nécessaires pour réaliser ce genre de choses. Donc c'est plein de mensonges. Un supplément de 200 milliards de dollars n'a de sens que parce que je sais ce que nous faisons au Pentagone quand nous lançons une activité cinétique, quelle qu'elle soit. La première chose à faire, c'est de mettre ce financement supplémentaire de côté, même si tu n'en as pas besoin. Et je te le dis tout de suite, ils ne peuvent pas dépenser l'argent qu'ils ont de manière utile. C'est tellement mauvais qu'une grande partie se perd dans ce que j'appellerais les méthodes empoisonnées qu'ils utilisent pour le distribuer et à la vitesse à laquelle ils doivent le faire pour s'assurer qu'ils ne disparaissent pas. C'est un peu comme quand on arrive à la fin et qu'on balance tout d'un coup. En ce moment, ils dépensent de l'argent pour des choses qui ne seront pas très efficaces et qui sont probablement pleines de corruption et de détournement parce qu'ils vont trop vite. Et eux, pas Biden, ils ont démantelé tous les freins et contrepoids au Pentagone, soi-disant et prétendument parce qu'il veut que les choses avancent vite. Il veut, comme il le dit, que la technologie soit déployée sur le terrain avant qu'elle ne devienne obsolète. Eh bien, c'est une belle formule, mais quand on supprime les tests, l'évaluation, l'analyse, la supervision et tout le reste, devine ce que l'entrepreneur va te faire, ce qu'ils font depuis toujours, te plumer. Ouais, donc il ment effrontément, ouais. Eh bien, vous savez, l'autre chose qu'il ignore, c'est qu'à cause de la soi-disant brillante stratégie commerciale de Trump, les Chinois ont coupé l'approvisionnement en terres rares et en gallium, qui sont des composants essentiels de nombreux systèmes d'armes et de leurs systèmes de soutien, comme les radars. Remarquez qu'ils n'ont toujours pas réussi à construire et installer les radars dans le nez des F-35 à cause du manque de ces matériaux en provenance de Chine. Et ces matériaux ne vont pas réapparaître de sitôt. Donc, peu importe. Supposons simplement qu'on puisse réellement construire une usine automatisée pour produire, disons, des missiles PAC-3 en sortant une centaine par jour au lieu d'une centaine tous les 2 mois. Ils ne pourraient toujours pas le faire parce qu'ils n'ont pas certaines des matières premières essentielles que la Chine retient. Et si tu connais un peu la production de défense en temps de guerre, Nima, tu sais qu'il faut passer à au moins 2 équipes. Et si tu veux vraiment pousser à fond, tu en as 3, de 8 heures chacune, 24 heures sur 24.
où vas-tu trouver la main-d'œuvre? Où vas-tu trouver la main-d'œuvre qualifiée? Parce que de plus en plus, ces armes nécessitent des travailleurs qualifiés, même si c'est en grande partie automatisé. Prends la chaîne de production des Tomahawk, par exemple. L'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu augmenter la production de Tomahawk pour la marine, c'est qu'ils n'avaient pas les travailleurs qualifiés nécessaires. Et regarde notre flotte de sous-marins. Notre flotte de sous-marins est désormais tellement en retard dans les deux catégories, missiles balistiques et attaques, que selon la loi, le programme devrait être annulé. Le Congrès dit que si cela se produit, il faut annuler le programme. Eh bien, c'est arrivé à la fois pour la classe Columbia et, j'oublie le nom de la classe pour les sous-marins d'attaque, la classe Virginia ou quelque chose comme ça. Mais dans ces deux classes, les programmes devraient être annulés. La seule raison pour laquelle ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont absolument essentiels à notre défense et à notre sécurité. Et cela, tout le monde le sait dans le secteur des contrats. Mais l'une des raisons, c'est que nous n'avons pas de main-d'œuvre. Nous ne pouvions pas passer à 3 équipes. Nous ne pouvions pas passer à 2 équipes. Nous n'avons tout simplement pas la main-d'œuvre. Larry, est-ce que ça signifie que les États-Unis doivent tout produire pour eux-mêmes et pour Israël? Et que savons-nous réellement des capacités d'Israël à fournir, je ne sais pas, des missiles de croisière ou tout ce dont ils ont besoin pour leurs avions de chasse? Eh bien, Israël dispose de ses propres installations de production pour, je crois, les missiles utilisés dans la fronde de David et dans le dôme de fer. Mais ces systèmes, en particulier ces systèmes de défense aérienne, ne sont pas conçus pour intercepter les missiles balistiques utilisés par l'Iran. De même, ils ne sont pas équipés industriellement pour produire à l'échelle de, disons, la Chine. Je dirais donc qu'une grande partie de l'infrastructure militaro-industrielle, tant aux États-Unis qu'en Israël, est en réalité conçue pour la guerre du XXe siècle et non pour celle du XXIe siècle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en un sens, c'est un peu comme Retour vers le futur. En 1941-42, lorsque les usines américaines ont commencé à produire en masse des avions, des jeeps et des chars, et à construire rapidement des navires, elles disposaient au moins de l'infrastructure et des matériaux nécessaires pour fabriquer ces équipements. Nous restons en quelque sorte calqués sur ce modèle. Sauf que nous n'avons plus les chaînes d'approvisionnement, nous n'avons plus la main-d'œuvre et nous n'avons pas non plus les bons incitatifs intégrés à certains de ces contrats. Lockheed Martin a découvert qu'il pouvait gagner plus d'argent en faisant fabriquer les missiles PAC-3 à la main plutôt que par des robots. Ainsi, lorsque vous examinez l'industrie de la défense, c'est cela qui distingue réellement les industries de défense russes et chinoises de celles de l'Occident. Les systèmes chinois et russes ne sont pas motivés par le profit. Ils ne dépendent pas d'actionnaires cherchant à gagner plus d'argent. Ils sont redevables à leur gouvernement pour répondre à ce que ces derniers définissent comme les besoins, ce dont ils ont besoin pour combattre sur le champ de bataille. Et c'est pourquoi le budget de la défense des États-Unis est au moins 2 fois supérieur à la somme des budgets de défense de la Russie et de la Chine. Franchement, réfléchissez-y, c'est absurde. Le système à but lucratif finit en réalité par saper notre capacité à nous défendre. Et les escrocs dans le système. J'ai lu récemment une analyse que je trouve assez juste. La Chine obtient environ 2,5 fois plus de rendement pour son argent que nous. Et je ne connais pas la réponse à cela, Larry. Peut-être que toi, tu la connais. Les installations de production d'Israël sont-elles souterraines?
Non, non. No, no. I think Et je pense qu'ils sont principalement en surface. Alors ils pourraient en prendre un coup eux aussi. Yeah, well, no, they've been hit. Oui, eh bien non, ils ont été touchés. Et encore une fois, cela revient à l'arrogance, parce qu'ils ont supposé que leur dôme de fer et leur fronde de David seraient si efficaces que l'Iran ne pourrait pas les atteindre. Et puis ils ont découvert en juin dernier qu'ils pouvaient être atteints. Et on ne peut pas tout déplacer sous terre en si peu de temps. Ouais, Colonel, voici ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN à propos de l'aide apportée aux États-Unis dans la guerre. Ruta, Ruta, Ruta. Contacts with allies. Des contacts avec des alliés sur l'ensemble du territoire de l'OTAN. Ce que je ressens et entends, c'est que nous sommes tous d'accord, comme toujours, sur le fait qu'il est crucial que l'Iran ne mette pas la main sur une capacité nucléaire ou sur une capacité de missiles balistiques. Ce que les États-Unis font en ce moment, c'est affaiblir cette capacité, et je pense que c'est très important. Cela compte pour la sécurité européenne, pour le Moyen-Orient, et c'est vital pour Israël lui-même. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, tout le monde s'accorde à dire que le commerce ne peut pas y rester bloqué. Il faut qu'il rouvre dès que possible. C'est essentiel pour l'économie mondiale. De mon point de vue, ce que les alliés constatent, c'est qu'ils discutent intensément entre eux et avec les États-Unis de la meilleure manière d'avancer pour faire face à ce grand enjeu de sécurité. Et j'ajouterais que je suis convaincu que les alliés, comme toujours, feront tout pour soutenir nos intérêts communs. Will do everything in support of our shared interest. I'm not confident. Je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant comme Lee Smith. Je ne pense pas qu'il parle au nom de Macron, Starmer, Mers et d'une multitude d'autres dirigeants. Je ne pense tout simplement pas qu'il le fasse. Cela a toujours été, eh bien je ne sais pas s'il se rend compte qu'il le démontre, mais cela a toujours été notre principale objection à l'OTAN. Il parle. Que l'on remonte à la Serbie ou à d'autres petits conflits que nous avons eus depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours parler, 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 mais très rarement agir. Donc en général, ce qu'on obtient, c'est que nous détachons un pays ici, un autre là, et que nous formons, comment Donald Rumsfeld les appelait-il déjà, une coalition des volontaires, parce qu'on n'arrive jamais à mobiliser l'alliance. Elle n'est pas suffisamment menacée pour se réveiller face à une véritable menace, et l'Iran n'est pas une véritable menace. Pourquoi se réveillerait-il pour ça? Je veux dire, peut-être que la fermeture du détroit d'Ormuz est une menace importante, mais qui a fait ça? Voilà. Right. Larry, l'Iran est en train de définir un nouveau type de mécanisme pour le détroit d'Ormuz, et cela va durer des années. Ce n'est pas simplement temporaire. Comment vois-tu cela? Ils disent que le détroit est fermé. Il ne l'est pas. Le détroit est ouvert, mais ils choisissent qui peut l'utiliser, qui peut le traverser. Il y a des pétroliers chinois, indiens, irakiens, voire malaisiens qui passent, mais aucun venant d'Europe, des États-Unis ou d'autres pays. Comment vois-tu le détroit d'Ormuz devenir l'une des principales raisons pour lesquelles tous ces pays du Moyen-Orient se rassemblent afin de définir une nouvelle architecture de sécurité pour la région, sans les États-Unis? Eh bien, vous savez, revenons à ce que Joe Kent a dit dans son entretien avec Tucker, car cela m'a frappé. Il a suggéré que l'une des conditions auxquelles l'Iran devrait consentir, si cette guerre se terminait par un accord négocié, serait que tous les futurs achats de pétrole se fassent en dollars américains, le pétrodollar. Ainsi, Kent a compris qu'une partie de ce qui alimente cette guerre, une partie de ce qui pousse les États-Unis à attaquer l'Iran, est une tentative de détruire les BRICS et de perturber la restructuration économique en cours dans le monde en ce moment. Alors, que fait l'Iran?
Ils font maintenant affaire avec la Chine. Vous savez, j'ai envie qu'on mette cette musique de fond. Vous savez, la chanson Taking Care of Business. Parce que les Iraniens disent « Hey Pakistan, tu veux que ce pétrole sorte? Bien sûr, paye-le en yuan. Tu nous donnes nos 10% et tu es libre de partir. » Même chose pour l'Inde. Tout le monde doit payer en yuan. Et apparemment, Xi Jinping a annoncé, il y a un jour ou deux, qu'il aimerait en fait voir le yuan devenir une monnaie de réserve internationale. Oui, le garçon l'a écrit dans un manifeste. Oui. Nous savons donc maintenant de quoi il s'agit. La bataille des titans, la City de Londres et les États-Unis essayant de préserver la primauté du dollar, et les Russes, les Chinois et maintenant les Iraniens faisant tout leur possible pour la détruire. Ce qui m'amène à un commentaire que j'ai fait hier et que je continuerai à faire. Je pense que les puissances dans l'ombre se concentrent vraiment sur cet objectif en ce qui concerne cette guerre. Elles veulent arrêter la Chine. Colonel, voici ce que Scott Besson a dit à propos de la situation dans le détroit d'Ormuz et de ses conséquences. Ils ont déclenché le plan d'urgence au sein de l'administration et au Trésor. Nous avons levé les sanctions sur le pétrole russe. Nous savions qu'il y avait environ 130 millions de barils en mer et nous avons créé une offre au-delà du détroit d'Ormuz. Nous avions donc anticipé cela. Nous savions qu'il pouvait y avoir un point d'étranglement temporaire, et je veux insister sur le mot temporaire. Et il y avait 130 millions de barils en stockage flottant. Dans les jours à venir, nous pourrions lever les sanctions sur le pétrole iranien actuellement en mer, environ 140 millions de barils. Donc, selon la manière dont on compte, cela représente entre 10 jours et 2 semaines d'approvisionnement que les Iraniens avaient commencé à expédier. Tout cela serait allé en Chine. En somme, nous utiliserons les barils iraniens contre les Iraniens pour maintenir les prix bas pendant les 10 à 14 prochains jours, le temps de poursuivre cette campagne. Voyons voir si tu peux faire ça, Scott. Ce serait mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire serait, d'accord, Poutine en est maintenant à 150 millions par jour de profit exceptionnel, probablement 200 millions avant la fin du mois. Et tout cela se passe en haute mer. Tu veux une guerre mondiale? Tu veux déclencher une guerre mondiale? Continue comme ça. Je comprends que nous ayons enfin les terribles kojaunes des Russes. Nous avons enfin un pétrolier en route vers la Havane, du moins, c'est ce que pensent les gens à qui j'en ai parlé. Et il transporte assez pour soulager certains des vrais problèmes que connaît Cuba en ce moment. Ce sera vraiment intéressant de voir ce que fera Donald Trump quand il découvrira, s'il ne le sait pas déjà, que c'est le cas, si c'est bien le cas. Nous pourrions très facilement nous retrouver entraînés dans un conflit mondial ici. Je ne sais pas à quel point ils sont préparés. Il semble qu'ils n'étaient pas prêts à ce que la guerre avec l'Iran continue de s'éterniser. Tu te souviens de cette vidéo d'il y a 2 ou 3 jours où Scott Besson a été interrompu et a dû quitter la scène? Ensuite, il est revenu après avoir été contacté par le président en coulisses. Je ne sais pas si le président était dans les coulisses ou s'il l'a simplement appelé, peu importe, mais c'était sans précédent. Il a dû se lever en plein milieu de son discours et quitter la scène, et quand il est revenu, il était visiblement bouleversé. Je pense que c'est parce que le président lui a dit qu'il venait d'avoir Poutine au téléphone et qu'il avait levé certaines sanctions car c'était le projet favori de Scott Besson, les sanctions contre la Russie. Donc ça change complètement tout ce qu'ils faisaient et ils improvisent une partie improvisée avec le sort du monde en jeu pour essayer de gérer la situation.
Et au fait, pourquoi notre réserve stratégique de pétrole a-t-elle été autorisée à tomber en dessous de 500 millions de barils, jusqu'à 415 millions, sous la présidence de Trump, alors que Trump avait déclaré pendant sa campagne qu'il s'assurerait qu'elle soit pleine à ras-bord, et même plus, et il y a encore puisé. Nous créons donc des problèmes, de gros problèmes, pour le monde et pour nous-mêmes. Et nous risquons non seulement de voir le renminbi remplacer le dollar dans l'économie mondiale, mais aussi de provoquer une guerre avec la Chine, pas à propos de Taïwan, ni en mer de Chine méridionale. Nous risquons de provoquer une guerre qui commencerait probablement avec des sous-marins partout dans le monde. Et d'ailleurs, la Chine et la Russie réunies nous égalent, voire nous surpassent, en matière de sous-marins nucléaires, de torpilles efficaces et de sous-marins diesel silencieux et discrets. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Comment pourraient-ils envoyer un sous-marin diesel ?» J'ai répondu, « Mec, as-tu déjà regardé nos campagnes dans le Pacifique, quand nous quittions Pearl Harbor, allions jusqu'au détroit de Formose, aujourd'hui le détroit de Taïwan, coulions des navires japonais, puis revenions. Ces sous-marins étaient diesel électriques, mec. Ils avaient une grande autonomie. Et d'ailleurs, nous n'en avons plus aucun. Pas un seul. Larry, est-ce que Donald Trump renforce les BRICS de l'intérieur? Dans une certaine mesure, oui, mais ils ont aussi connu un certain succès en essayant d'affaiblir les BRICS, ou du moins ils en ont eu un peu au début. Je pense que la tendance s'inverse. Je sais que notre bon ami Pepe Escobar est quelque peu désespéré par le comportement de l'Inde, mais l'Inde s'est vraiment mise dans une impasse. L'effort de Modi pour se ranger du côté des Israéliens, et en réalité, une grande partie de ce qui motive Modi, c'est simplement un préjugé anti-musulman, fait qu'il s'adresse à la vision hindoue et déteste les musulmans. Mais cela a désormais un coût énorme, non seulement politique, mais aussi économique. Le pétrole que l'Inde achetait à la Russie à $55 le baril n'est plus disponible. Elle paye maintenant au moins $90 le baril. Ainsi, ces coûts énergétiques ont doublé, ce qui signifie que le taux d'inflation en Inde va exploser. Je veux dire, l'inflation mondiale va devenir une réalité pour tout le monde, à l'exception, enfin, même en Russie. Mais cela ne va pas nuire à la Russie, parce que, comme l'a dit le colonel Wilkerson, il nage dans l'argent. Vous savez, Poutine est le grand gagnant de toute cette mésaventure de l'Occident, parce qu'il contrôle le pétrole. Ils contrôlent le gaz naturel liquéfié. Ils en contrôlent d'importantes quantités, ainsi que les engrais. Ils sont le plus grand producteur d'engrais. Maintenant, vous savez, c'est un peu comme s'ils étaient la seule fille au bal Sadie Hawkins. C'est eux qui choisissent avec qui ils veulent danser et avec qui ils ne veulent pas. Et le reste du monde fait la queue en disant « Oh, s'il vous plaît, laissez-moi être votre partenaire. » Sauf l'Europe, pour l'instant. Mais le moment viendra où l'Europe devra céder là-dessus. Vous avez vu à quelle vitesse Trump et son équipe ont cédé sur cette idée de « nous allons utiliser des sanctions ». Vous savez, nous sanctionnons la Russie, nous sanctionnons l'Iran. Et puis ils ont même dit « Oui, nous allons lever les sanctions contre l'Iran pour qu'il puisse vendre du pétrole. » Donc, il ne s'agit pas d'une idée profondément ancrée du type « Nous devons empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire » ou « Nous devons empêcher l'Iran de tuer ses manifestants. » Foutaise. Il s'agit d'argent. Et les États-Unis veulent le contrôler, mais ils en perdent le contrôle. C'est de ça qu'il s'agit au fond. Bingo. Et l'Europe vient d'acheter l'intégralité du gaz naturel liquéfié arctique russe. L'intégralité. Ils ont adopté une loi en 2022, mais elle ne devait entrer en vigueur que dans 5 ans. Le 27 janvier, c'est la date à laquelle elle entre en vigueur.
et ils viennent quand même d'en violer l'esprit. Et elle a dit, comment s'appelle-t-elle déjà? Elle a dit, eh bien, en janvier, nous arrêterons d'en acheter. Bien sûr. Tu parles. Je me demande si la Russie ne va pas déclarer un cas de force majeure et dire « On ne va pas vous vendre. On a d'autres clients à servir. » Parce qu'ils viennent de... Tu sais, ces fichus Européens viennent encore de saisir un autre pétrolier russe en Méditerranée. Et je ne vois pas les Russes rester les bras croisés en disant « Oh, ce n'est pas grave. » Je pense qu'ils vont en faire toute une histoire. Oui, moi aussi. Je pense que nous avons la perspective, du moins en haute mer, que cette guerre s'étende sérieusement. Larry, toi, le colonel et moi parlions de l'affaire de Charlie Kirk, des différentes séances que nous avons eues pour discuter de ce qui s'est passé. Enfin, nous avons quelqu'un qui a réellement des informations, quelqu'un qui s'y connaît mieux, Joe Kent. Il a eu une interview avec Tucker Carlson et il a abordé ce qui s'est passé dans l'affaire de Charlie Kirk. Voici ce qu'il a dit. Charlie Kirk a été tué publiquement d'une manière extrêmement horrible et nous n'avons même pas le droit d'enquêter là-dessus. Il était l'un des conseillers les plus proches du président Trump et il s'était également exprimé avec force contre une guerre avec l'Iran. Il se trouvait dans le bureau ovale à l'approche de la guerre de 12 jours. Je n'étais pas particulièrement proche de Charlie. Il a été très bienveillant avec moi lorsque je me présentais au Congrès, très soutenant. Donc nous nous connaissions. La dernière fois que j'ai vu Charlie Kirk sur cette terre, c'était en juin, dans l'aile ouest, dans l'escalier. Je lui ai dit bonjour, et il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit très fort, et c'est un petit espace. Vous êtes déjà allé dans l'aile ouest? C'est étroit. Il a dit, Joe, empêche-nous d'entrer en guerre avec l'Iran. Très fort. Il était déterminé, puis il est parti, et je crois, est entré dans le bureau ovale. Alors, quand l'un des plus proches conseillers du président Trump, qui plaidait ouvertement pour que nous ne partions pas en guerre avec l'Iran et que nous repensions au moins notre relation avec les Israéliens, est soudainement assassiné publiquement et qu'on nous interdit de poser la moindre question à ce sujet. C'est un élément d'information. C'est un élément qu'il faut examiner. Que veux-tu dire quand tu dis qu'on n'a pas le droit de poser de questions à ce sujet? On nous a dit que cet individu, Robinson, était un tireur isolé. Et peut-être que c'est le cas. Mais l'enquête à laquelle je participais, ainsi que celle du Centre national de lutte contre le terrorisme, a été interrompue avant que nous puissions aller plus loin. Le FBI a déclaré l'avoir suspendu parce qu'il voulait tout remettre aux autorités de l'État de l'Utah. Tout va passer en jugement. C'est extrêmement sensible. Mais il restait encore beaucoup de choses à examiner, sur lesquelles je ne peux pas vraiment m'étendre. Il y avait encore des pistes que nous devions suivre. Je ne tire aucune conclusion. Je ne dis pas à cause de ceci, cela s'est produit. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement qu'il reste des questions sans réponse. Nous savons, d'après les messages textes rendus publics, que Charlie subissait beaucoup de pression de la part de donateurs pro-israéliens. Et encore une fois, nous savons que Charlie plaidait auprès du président Trump contre cette guerre avec l'Iran. Oui. Et regardez, le premier homme politique américain dont Israël a participé à l'assassinat était John F. Kennedy. Israël a attaqué l'USS Liberty. Et il existe des preuves circonstancielles convaincantes que des personnes liées à Israël, travaillant avec d'autres, peut-être aussi les Français, ont tué Charlie Kirk. Donc, vous savez. Et l'idée que ce Tyler Robinson était soi-disant le tireur isolé, voyons. Le fusil qu'il aurait utilisé aurait arraché la tête de Charlie. Si cette balle avait été tirée depuis ce fusil, le coup
aurait complètement explosé. La tête aurait été séparée du corps. C'était donc une balle inhabituelle qui a été tirée, ce qui suggère quelque chose de très, disons, une tentative d'assassinat sophistiquée. Et je veux dire juste un autre point auquel, encore une fois, les gens ne réfléchissent pas d'un point de vue opérationnel. Again, people don't think this through operationally. How do you do something? If you're going to take Comment fais-tu quelque chose comme ça? 140 yards, Si tu veux tirer à 130 mètres, tu dois t'assurer que ton fusil est réglé à 0, premièrement. number two, Deuxièmement, comment sais-tu d'où tirer? take the shot from. Parce que ce gamin, Tyler Robinson, n'était apparemment jamais allé sur ce campus auparavant. Supposedly had Donc on est censé croire qu'il s'est simplement promené, a dit « Oh, cet endroit a l'air bien », puis a grimpé là-haut et a décidé que sa meilleure façon de s'échapper était de courir et de sauter du toit. run and jump off the Non, non, non. No, no, no. Écoute, pour ce genre de choses, tu fais d'abord de la surveillance, tu fais de la reconnaissance et tu mets un plan au point. Comment entres-tu là-dedans? Que dois-tu faire pour t'assurer de pouvoir placer une arme à un endroit précis? Comment t'échappes-tu? Quel est le plan d'évasion? Robinson n'avait aucune de ces capacités de planification. C'était une opération sophistiquée, du genre que l'Israël est tout à fait capable de mener. One that Israel is quite capable of. And I'd say the only thing Et je dirais que la seule chose qu'ils n'ont pas faite, semblable à l'assassinat de JFK, c'est qu'ils n'ont pas eu un Jack Ruby entrant dans la cellule de prison pour tuer Robinson. kill Robinson. Ouais. Yeah. Just to wrap up this session, Pour conclure cette session, hier, Netanyahou a dit quelque chose à propos de Jésus, le comparant à Gengis Khan. Et cela a vraiment provoqué une agitation. Les répercussions explosent littéralement partout. Mais voici ce qu'il a dit. Et beaucoup de gens critiquent Netanyahou, car ce genre de propos n'est pas, vous savez, très approprié. Pourtant, il les tient. Voyons ce qu'il a déclaré. good after all, but he's making these comments. Let's look at what he said. Malheureusement et tristement, Jésus-Christ n'a aucun avantage sur Gengis Khan. Car si l'on est assez fort, assez impitoyable, assez puissant, le mal triomphera du bien. L'agression l'emportera sur la modération. Oh, Oh, il est la preuve vivante de la véracité de cela. the truth of that. Bibi is. Yeah. Peut-être bien. You know, so, Oui. Vous savez, juste au moment où l'on pense que ce type est intelligent, il dit quelque chose d'absolument stupide et offensant pour les chrétiens. Mais vous savez, nous savons que ces Juifs en Israël, les sionistes, détestent les chrétiens. Et vous savez, tout Juif, puisque Jésus était Juif, tout Juif qui se convertit au christianisme et essaye de retourner en Israël au titre du soi-disant droit au retour pour les Juifs, n'y est pas autorisé. Ils en sont empêchés parce qu'ils ne sont plus considérés comme Juifs, ils sont chrétiens. They're prohibited because they're no longer considered a Jew. They're a Christian. So this animosity towards Donc, Christians cette animosité envers les chrétiens. within the Christian Et ensuite, on voit ces idiots au sein même de la communauté chrétienne qui prétendent être chrétiens, mais qui sont des sionistes chrétiens. Le message de Jésus était assez simple sur plusieurs plans. Il a vaincu le mal par le bien. Il est ressuscité d'entre les morts. Tout le mal qu'on lui a fait pour essayer de le détruire n'a pas réussi. Vous savez, on dit, on ne peut pas abattre un homme de bien. Eh bien, ils n'ont pas pu garder un homme de bien dans le tombeau. Et la résurrection de Jésus a montré que le salut n'était plus réservé à un seul groupe particulier de personnes qui affirmaient « Nous sommes les élus de Dieu ». Non. Jésus est venu dire « Vous savez quoi? Le salut est pour tout le monde ». Salvation is for everyone. And Bibi Netanyahu, Et Bibi Netanyahou n'a aucune idée de ce que Gengis Khan aurait fait ou dit s'il avait rencontré Jésus-Christ. Après tout, Constantin l'a laissé prendre le contrôle de son empire. Constantine let him take over his empire. Thank you so Merci much, beaucoup, Carl et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. as always. Let's hope we Espérons que nous aurons un week-end paisible, du moins en partie. Mais j'ai bien peur que cette situation ne continue à s'aggraver hors de tout contrôle. escalate out of control.
Oui, exactement pareil. See, Gariprius. Merci, mon ami. Friend, Prends soin de toi, crois-moi. Prends soin de toi. Yeah. Ouais, protégez le Brésil, ouais. Au revoir, salut. bye-bye.